entre guillemets, de cette question-là. Donc moi, là où vous disiez, Olivier Matroil, très justement, c'est une question d'élection interne qui se joue à l'Italie, c'est aussi une question d'élection en France. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas échappé qu'on est en plein débat national, qu'on va avoir et le référendum sans doute et les élections européennes le même jour, que donc Emmanuel Macron est en campagne et qu'au fond, il a besoin d'une cristallisation très dure entre guillemets, un pôle populiste. L'Italie est un repoussoir, comme le Front National en France est un repoussoir, comme Mélenchon est un repoussoir, et le pôle, soi-disant, démocrate ouvert qu'il incarne. Donc, si vous voulez, au fond, chacun est dans ce bal de Tartuffe. Pardon, si je peux me permettre, là-dessus, il fait fausse route, parce qu'il a fait campagne sur le fait qu'il était capable d'unifier l'Europe. Or là, ils iront avec... Je suis entièrement d'accord avec vous. Il punit l'Italie, donc il fait fausse route. Mais moi, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, Macron s'était fait élire aussi sur cette promesse qu'il était un très grand Européen. Premier signe qu'il fait, c'est le référendum. Moi, je pense qu'il faut un référendum. Sera le jour des élections, ce que je trouve inadmissible. On parle d'Europe une fois tous les 5 ans. C'est pas décidé. Donc, oui, enfin, on voit le papier est tiré, etc., etc. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est une question qu'il se pose et je la trouve inadmissible. Et par ailleurs, on est d'accord, il a abandonné le terrain de l'Europe. C'est-à-dire que là, il devrait tendre la main à l'Italie. Il devrait constituer une Europe un petit peu qui propose un projet de société, et c'est absolument pas ce qu'il fait. Il s'est comporté à l'égard de l'Italie comme il s'est comporté à l'égard de l'opinion publique française. Je suis tout à fait d'accord, de façon condescendante. Et voilà, et ben, il est rattrapé. On fait une pause et on revient sur ce dossier. Entend Isabelle Saporta. Des centaines d'étudiants notamment qui ont manifesté cet après-midi devant le ministère de la Transition écologique. Ils demandent à l'État de déclarer l'état d'urgence écologique et sociale. Certains d'entre eux promettent des actions de désobéissance civile s'ils ne sont pas entendus. Ouais, est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Ils sont dans leur rôle. Et puis vous avez vu, moi ça m'a fait plaisir, parce qu'il y a Brune Poirson, elle est sortie, elle les a soutenus, mais comme si elle n'était pas secrétaire d'État à l'écologie. C'était assez génial. Et d'ailleurs, elle est contre Total et les forages. Enfin, il y a des moments, c'est extraordinaire. Il y a un truc, une espèce de schizophrénie qui se fait quand les gens sont au gouvernement. Ils oublient qu'ils y sont et qu'ils pourraient agir. Donc juste, voilà, ça c'était mon petit taquet à Brune Poirson. Merci. Mais sur les jeunes, moi je trouve ça génial. C'est vrai qu'on a un mouvement aujourd'hui planétaire mais c'est vrai, il y a un mouvement planétaire sur la 70 000. Attends, mais ils sont partout. Une fois par semaine, ils y vont. 70 000 sur 6 milliards d'habitants. Mais c'est ridicule. Mais c'est pas ridicule, il ne faut pas sous-estimer. Tous les pays du monde, c'est ridicule. Écoute, pour une fois qu'on se mobilise pour construire quelque chose, pour dire que tu veux un autre avenir, ne prends pas cet air désagréable et suffisant. On ne peut pas considérer que 70 000, c'est un mouvement de masse, c'est tout ce que je te dis. Je te dis pas que c'est un mouvement de masse, je te dis qu'il est planétaire. Et moi, je trouve que cette petite jeune, la Greta Thunberg, qui est arrivée à Katowice pour la dernière, comment ça s'appelle? COP. Merci. La COP, pour dire, voilà, la maison brûle, vous dites que vous aimez vos enfants, mais si vous les aimiez vraiment, vous ne feriez pas ça. Je veux que vous paniquiez, qui se retrouve invité par Christine Lagarde, qui lui fait des ronds de jambes et qui lui dit, mais paniquez, arrêtez de me faire des ronds de jambes. Moi, je trouve ça très bien. Et c'est vrai que c'est la jeunesse qui est concernée par ce qu'on va faire de notre planète. Et je trouve très bien qu'elle se ressaisisse de ces enjeux. Et par ailleurs, Jean-Christophe Buisson, on passe notre vie à bâcher cette jeunesse en disant qu'elle s'intéresse à rien, qu'elle est incapable de se mobiliser. Elle se mobilise, elle y va, et elle nous dit qu'on est des gros dégueulasses et qu'il serait temps qu'on fasse un peu plus propre. Et bien, je trouve qu'ils ont parfaitement raison. Jean-Christophe. Sûrement. Déjà. Mais effectivement, mais moi, on me dirait qu'il y a 7 millions de jeunes dans le monde entier qui manifestent. Mais encore une fois, on est en train de parler de 70 000 jeunes dans le monde entier qui font grève. Alors, le bon plan, la grève de l'école pour aller manifester. Qu'est-ce que t'es réac? Je trouve que ça sert à réac et réducteur. Dites-moi sur quoi ça va déboucher. Si encore ils avaient une réclamation précise en disant, je sais pas quoi, on interdit telle chose, les OGM, etc. Très bien, il y a une cause, mais là c'est pas une cause. On peut aussi manifester comme on fait avec Jalon contre le froid, contre la pluie, contre le soleil, mais ça ne rime à rien. Manifester en disant on veut une terre plus propre, très bien, mais concrètement, faites une proposition concrète avec des leaders qui viennent rencontrer Brune Poirson et qui disent sur ce point précis, on fera grève parce que on veut telle ou telle chose, très bien. Là où je mais manifester encore une fois contre la guerre, et puis s'apercevoir en plus qu'on est manipulé par un mouvement pacifiste qui est en fait à l'époque comme un extrême gauche ou le nucléaire. Peut-être qu'on va découvrir qu'il y a aussi des gens qui sont, j'en sais rien, 20% des gilets jaunes sont complotistes. Manifestement,
quasiment 20% de la rédaction du Figaro aussi. Non, mais là où je vous trouve injuste, c'est qu'on voit qu'il y a plein de... Je suis pas contre, pardon, si vous voulez, on peut parler du mouvement nucléaire des années 80, du mouvement anti-guerre pacifiste des années 80. Je ne suis pas complotiste là, vous êtes en train de plonger dans les racines et d'expliquer que le mouvement de ces lycéens ce type de mouvement, manipulé souvent, par mais oui, il est récupéré ou manipulé souvent. Et c'est logique, et c'est normal, et c'est politique, et c'est la vie. Enfin, les jeunes d'HEC, de toutes les grandes écoles qui disent on ne veut plus travailler dans des boîtes qui ne font aucun effort d'un point de vue environnemental, c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a quand même tout aujourd'hui, tous ces milléniaux. Mais c'est normal, vous êtes un homme de droite. Il y en a qui sont individuellement, on est souvent plus efficaces que collectivement. Oui, ça c'est une vision de l'action politique. Moi, franchement, je sais que c'est pas ce genre de mouvement qui peut changer d'un coup de baguette magique l'ensemble de notre rapport à notre planète. En revanche, je suis vraiment ravi qu'il existe. Pour rebondir sur ce que disait Gaspard à l'instant, je trouve que ce mouvement, c'est quand même une espèce de bouffée d'air frais. Ouais, ça fait 13 semaines maintenant qu'on parle taxe sur le gazole. Enfin bref, on est vraiment dans la glaise. On sort des parties de brouet, etc. Un moment, des gamins, même pas très nombreux aujourd'hui. Effectivement, vous avez dit 70 000 dans le monde. Il y a apparemment, d'après l'AFP, ils étaient 200 à Paris. Peu importe. En tout cas, d'avoir des gamins qui disent, on se saisit d'un enjeu pour nous tous. Et après tout, c'est à nous tous dans ce studio de les écouter et de penser à eux, parce que pour les enfants qu'on a les uns les autres, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Moi, le point simplement qui me dérange un peu dans ce mouvement, et ça, je trouve que c'est un peu, dans l'époque malheureusement, et c'est le point de jonction avec les Gilets jaunes, c'est le côté à un moment, on fait ce constat et on se retourne, malgré toute la défiance qu'on a exprimée auparavant, vers les autorités, le gouvernement. On demande la solution aux gouvernants. Je lisais un papier qui parlait de cette manifestation. Il y avait une gamine qui expliquait, elle doit avoir 17 ans, donc à peu près l'âge de la jeune Suédoise, que elle-même avait arrêté de manger de la viande. Ça, c'est une question de goût, mais qu'elle prenait plus l'avion, qu'elle achetait ses fringues dans une friperie, etc. Voilà. Enfin, je veux dire, la fille, elle milite. Elle est cohérente. Le côté simplement, on se tourne encore une fois vers les gouvernants. Je suis un peu moins chaud. Et dernière remarque, dans le papier, il était aussi à un moment fait mention d'une pancarte sauvons un panda, taxons un banquier. Je trouve que là aussi, ce côté, ça joint un sujet dont on parlera tout à l'heure. Enfin, il y a un petit côté en ce moment sus à la finance qui est peut-être un peu excessif. Mais vous n'êtes pas désolé qu'il n'y ait que 200 personnes pour bien manifester? Sûr, mais c'est ça que vous devriez dire tous les mois. Mais non, mais au lieu de vous réjouir d'un mouvement de 200 personnes, vous devez être triste qu'il n'y ait que 200 personnes. C'était la première. Voyons combien ils seront vendredi prochain. Affaire à suivre. On refait le monde ce soir avec Gaspard Ganzer, Isabelle Saporta. Ces jeunes qui se bougent pour l'écologie, on a notre pièce de théâtre qui dure et qui dure. C'est demain l'acte 14 des Gilets jaunes. Mobilisation qui marque un peu le pas, c'est vrai, chaque week-end. Des violences qui continuent d'émailler les cortèges et le soutien des Français qui s'érodent. On a plusieurs appels à des rassemblements qui ont été lancés pour demain à Paris, puis dans plusieurs grandes villes. On va même fêter ça, figurez-vous, dimanche. Ils vont se rassembler pour les 3 mois du mouvement. Est-ce qu'il faut que ça s'arrête, d'après vous, très concrètement? Est-ce que c'est en train d'éclater, notamment en termes de leader? Ils ont visiblement un problème de leadership, mais je crois que ce soit leur vrai problème. Isabelle Saporta. Oui, mais c'est vrai que là, d'ailleurs, on voit qu'il y a un basculement dans l'opinion publique. C'est-à-dire que là, la majorité, un peu plus que la majorité des gens, veulent que ça s'arrête. C'est-à-dire que là où je suis entièrement d'accord avec Gaspard Ganzer, c'est qu'on voit pas, si vous voulez, on a obtenu le débat national. On en pense qu'on veut, que les questions sont fermées, que ça ne donnera rien. En tout cas, il y a ce débat national. Il y a un engouement pour ce débat national. On a remis au centre du jeu les maires, c'est-à-dire, en fait, la démocratie locale. Donc là, c'est le moment de s'emparer de ça, en fait, et pas de continuer à casser. Là, je lisais dans le Figaro
qu'il y avait 110 bagnoles par jour qui étaient brûlées en France, que, comme le disait très justement Gaspard Ganzer, on a les commerces qui s'effondrent. Je veux dire, et en plus, ce sont les commerces de proximité, c'est-à-dire ceux, au fond, qui ont initié le mouvement, les petits artisans qui disaient le ras-le-bol fiscal, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mouvement est en train de tuer les siens. Ça n'a, pour moi, plus aucun sens. Et par ailleurs, je suis désolée, mais la dérive factieuse à laquelle on assiste maintenant, je veux dire, et moi, elle me gêne profondément. On est dans le complotisme permanent, on est dans l'antisémitisme dur, hard, et moi je ne supporte pas ça. L'homophobie, je veux dire, cette haine et cette montée de la haine, moi j'attends aussi, pour tout vous dire, de la part des hommes politiques, j'attends de la part de Jean-Luc Mélenchon qui soutient tellement les Gilets jaunes, j'attends de la part de Marine Le Pen qu'elle se positionne vraiment fermement sur les dérives auxquelles on assiste aujourd'hui, parce que je pense qu'ils ont un devoir républicain de prendre position fermement. Jean-Christophe Buisson, pardon. Le problème de ce mouvement, c'est que sa force et à la fois sa faiblesse, c'est cette horizontalité, cette absence de leader. Et ça, c'est l'échec du gouvernement de ne pas avoir réussi à sortir des leaders pour discuter et pour obliger les Gilets jaunes à se fédérer d'une manière ou d'une autre. Mais ils s'auto-tuent à chaque fois, Jean-Christophe. C'est pas pourquoi ce serait pourquoi ce serait la faute du gouvernement si à chaque fois qu'il y a une tête qui émerge. Et que c'est le gouvernement qui est responsable de la vie politique du gouvernement telle qu'elle est menée en France. Sinon, et que par exemple, si les 10 milliards avaient été annoncés à la sortie d'une réunion avec les porte-paroles du moment, peut-être que la suite aurait été différente. Plutôt qu'après de la violence, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Avoir cédé à la violence, c'était la première grosse erreur. Sa force, c'est aussi cette dispersion, c'est qu'il est capable de se réinventer, et sentant que c'est en train de basculer, notamment sur le thème de la violence. Là, j'ai entendu, je crois que c'était Benjamin Cochet qui disait « Retournons sur les ronds-points, quittons les grandes villes pour nous désolidariser des violents ». S'ils réussissent ce coup-là, ça enlève beaucoup de l'argumentaire des opposants dont j'ai cru comprendre que vous étiez sur ce plateau. S'il n'y a plus de violence, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'eux, ils vont continuer leurs revendications. C'est devenu effectivement tout et n'importe quoi, une auberge espagnole, mais avec des choses aussi précises. Et il y a une vie démocratique, citoyenne qui existe dans ce mouvement qu'on ne voit pas forcément tous les jours à Paris, à travers les groupes Facebook, à travers les débats qu'il y a dans les petites villes, les gens qui se déplacent, qui existent réellement sur les ronds-points. Il y a toujours cette vie-là. Nous, on est focalisés le samedi dans les grandes villes, à Bordeaux, Toulouse, Paris, sur les violences. Mais ça, les violences sont quand même globalement le fait, notamment de l'extrême gauche, pas que l'extrême gauche, mais notamment l'extrême gauche, et de l'organisation quasiment militaire de l'extrême gauche. J'en ai parlé avec certains policiers. Toutes les méthodes qui sont employées sont notamment celles pratiquées autrefois par les zadistes, par les autonomes, etc. Mais c'est pas le sujet. Mais si ils arrivent à se réinventer en sortant de cette violence, en enlevant une partie de cette ambiguïté-là, il est capable effectivement de perdurer et d'enquiquiner le gouvernement tant qu'il n'arrivera pas à trouver des interlocuteurs. Puisque vous dites très justement fiables. Que ce que cherchent ces Gilets jaunes, et ça je l'entends très bien, c'est une agora, c'est effectivement de pouvoir se rassembler pour parler. Là, il y a une possibilité de parler, de faire avancer les choses et d'être entendu. Donc pourquoi en fait s'exclure du jeu du débat national en disant d'ores et déjà ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il y en a une grande partie qui y va et qui se ressaisit de ce débat, et je trouve ça très bien. Et je pense que ce qui reste aujourd'hui de ce mouvement, au fond, c'est quand même ces extrémistes. Philippe Bailly. Évidemment, sur l'objectif qu'on c'est sur l'organisation du grand débat national, dans lequel, qu'est-ce qu'on en voit aujourd'hui? D'un côté, on nous dit 500, 600, 700, 800 000, 1 million, enfin, paraît-il, il y a des tas de gens qui écrivent, et c'est très bien. On verra à l'arrivée ceux qui se sentiront cocus et ceux qui auront l'impression d'avoir été entendus. Et en face, les seules images qu'on voit de ce débat, enfin la seule restitution plus incarnée, c'est le président impérator, encore une fois, allant parler un jour avec les maires, un jour avec les jeunes, mais toujours avec des leaders, enfin des relais d'opinion autorisés, précisément ceux que les Gilets jaunes contestent. Et la réalité du grand débat, enfin celle dont je veux bien penser qu'elle existe sur le terrain, on la voit pas. Vous dites deux choses tout à fait contradictoires pour moi. C'est-à-dire que vous dites au fond, Macron a répondu bêtement, on ne sait pas comment. En fait, la vraie faute de Macron, pour moi, c'est d'avoir répondu à la violence. Au lieu d'avoir répondu à la main tendue que lui avait tendue Laurent Berger, c'est-à-dire le patron de la CFDT, et d'avoir court-circuité les corps intermédiaires. La première erreur de Macron, pour moi, c'est d'avoir humilié et court-circuité les corps intermédiaires. Une fois que vous les avez humiliés et court-circuités, vous avez effectivement face à vous un mouvement
mouvement informe, sans tête et sans leadership. Vous dites que le Premier ministre ne les a pas reçus. Il les a reçus, rappelez-vous. Ils voulaient être filmés en Facebook Live, ils n'ont pas accepté de discuter. C'est faux ce que vous dites. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au contraire, qu'on remette les corps intermédiaires... Vous trouvez bien qu'ils soient allés sur LCI, Isabelle? Non, mais moi, c'est pas mon problème. Est-ce que vous trouvez bien qu'ils soient allés sur LCI? Je vais vous dire, aujourd'hui, la guignolisation de la politique, pour moi, c'est pas mon kiff. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Par contre, qu'on remette les corps intermédiaires dans le jeu, les Français n'ont confiance dans un seul échelon politique aujourd'hui, ce sont leurs maires. Et ben, qu'on les remette au cœur du jeu. Ça, on va pas se plaindre de ça. Et que les syndicats reprennent un peu la main. Écoutez, moi, je serais rassurée. Permettez-moi de vous le dire. Restez là, on va prolonger le débat dans un instant pour... S'il ne donne pas un débouché politique sur le fond, avec soit des décisions, soit des mutations institutionnelles, soit un référendum, soit ce qu'ils veulent, d'ailleurs, peu importe, c'est à eux d'en prendre la responsabilité, le problème ne se réglera jamais. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un manque de respect du politique ? Moi, je suis très gênée avec ça. Si vous voulez, Richard Ferrand, dont la maison est brûlée, tous ces députés qu'on voit menacés. Moi, je suis désolée, mais enfin là, il y a un moment, ça c'est pas possible non plus. C'est-à-dire, on doit un respect aussi à ses représentants. Ça va mal finir. Enfin, n'oubliez pas comment ça s'est passé en Grande-Bretagne avec cette jeune députée travailliste qui s'est fait abattre dans la rue. Tout ça parce qu'elle était contre le Brexit. Donc, si vous voulez, à force de jouer cette haine, à force de dire mais on va vous avoir, on va vous zigouiller, etc. Mais ça va finir par arriver, on sera content. Quand on a Ruffin qui dit il va finir comme Kennedy, Macron. Mais Isabelle, je suis 100% d'accord avec vous. Mais si vous prenez justement 2 images de la semaine, le mardi, l'ensemble des présidents de groupe rentrant derrière Ferrand en séance, et là, on se dit bon, ça y est, quand même, il commence à comprendre. Hein, et le mercredi, encore une fois, Édouard Philippe à LCI. Donc le mercredi, il va légitimer d'une certaine manière ceux qu'on fait cramer la maison de Richard Ferrand. Ouais. Jean-Christophe. Moi, je voudrais juste